150 mètres de haut, 37 étages, superficie utile de plus de 40 000 mètres carrés. La tour du Midi, située à proximité immédiate d'une des 3 grandes gares de Bruxelles, dresse sa masse imposante au milieu d'un vaste dégagement. À côté, un bâtiment bas de 3 étages appelé bloc B. Cette maquette va nous permettre de comprendre le principe de la superstructure de la tour, principe non encore employé à ce jour. La tour repose tout entière sur un noyau à section carrée de 20 mètres de côté qui constitue, si on peut dire, l'unique colonne de la tour. Si l'on tient compte du fait que chacun des plateaux constituant la surface habitable est un carré de près de 39 mètres de côté, concentrique au noyau, on comprendra que le recul de 10 mètres environ par rapport aux 4 façades correspondantes constitue la haute performance technique du projet. Il faut souligner ici que les 3/4 de la surface de chaque plateau se trouvent suspendus en encorbellement. Chaque plateau comporte 4 puissantes maîtresses-poutres à console s'appuyant sur le noyau, ainsi que 4 poutres périphériques formant un carré. Une série de nervures et une dalle complètent le plateau. Pour éviter des croisements difficiles à niveau entre poutres est-ouest et poutres nord-sud, celles-ci sont posées alternativement et respectivement au niveau pair et impair. Les étages sont ainsi portés par paires, autonomes et indépendantes. Chaque paire se compose d'un plateau inférieur à numéro pair et d'un plateau supérieur à numéro impair. Le plateau pair comporte 4 poutres parallèles est-ouest, portant la charge de 4 bandes parallèles de ce plateau. Les 2 bandes restantes du plateau, dont en voici une, sont suspendues aux extrémités des 4 poutres nord-sud du plateau impair suivant. Cette suspension s'effectue au moyen de minces montants tubulaires logés dans les meneaux des façades nord-sud joignant les plateaux de la paire. Réciproquement et pareillement, la charge des 2 bandes contiguës aux façades est et ouest du plateau impair est reportée sur les extrémités des 4 poutres est et ouest du plateau sous-jacent pair, sauf qu'ici, les montants tubulaires sont comprimés au lieu d'être tirés. L'équilibre statique est assuré par paire d'étages, un plateau pris isolément ne pouvant pas se supporter lui-même. Cette photo fut prise le 4 septembre 1962. Une énorme fouille a été faite jusqu'à une quinzaine de mètres sous le niveau de la voirie en vue de construire le radier de la tour. Le radier est un carré de 60 mètres de côté, pourvu dans chacune des 2 directions principales de 2 maîtresses-poutres géantes qui le parcourent de part en part, et situé à l'aplomb des parois du noyau central. Le radier est complété par un réseau orthogonal de poutres secondaires qui forment une série d'alvéoles carrées. Entre le radier et le rez-de-chaussée de la tour, il y a place pour 3 étages en sous-sol. Cette photo ne représente que la 9e partie des poutres secondaires dont les coffrages sont prêts à recevoir le béton. Sur cette photo-ci, 2 groupes de 9 alvéoles sont visibles. Entre ces 2 groupes passe une des maîtresses-poutres du radier. Une autre maîtresse-poutre à gauche croise la première. C'est sur les 4 maîtresses-poutres géantes que reposera toute la superstructure de la tour, par l'intermédiaire de 8 puissants contreforts se composant de charpentes métalliques qui sera enrobée de béton et dont les plans moyens coïncident avec ceux des murs du noyau central. Voici un des 8 contreforts reposant sur une des poutres maîtresses géantes et une partie du radier. Remarquons ici qu'il n'y a pas de liaison entre superstructure et radier
mais uniquement contact. Les surfaces de contact sont d'ailleurs discontinues, ce qui forme des logements dans lesquels il est possible de placer des vérins capables de soulever et redresser la tour par suite d'un événement extraordinaire, tel qu'un tremblement de terre par exemple. Dans le même but, quelques percements pour des câbles de précontrainte ont été prévus. Le bloc B comporte également 3 étages en sous-sol de très grande surface qui serviront de parking pour quelques 350 voitures. Tous les sous-sols sont rendus étanches à l'eau de la nappe aquifère par une chape appliquée après bétonnage sur les faces intérieures. Au-dessus du niveau de la voirie, le noyau s'élève jusqu'à 8 mètres. C'est à ce niveau que commencent les paires d'étages, autonomes et indépendantes, et on voit ici la mise en place des poutres maîtresses est-ouest du premier plateau. Bientôt, les poutres nord-sud du second plateau sont également en place, et les coffrages du premier plateau sont en cours d'exécution. Trois grues desservent le chantier. 2 d'entre elles serviront entre autres à lever les maîtresses poutres. Les poutres en acier, préparées d'avance, arrivent au chantier préflexe à Ternat pour recevoir un enrobage de béton armé autour de leur aile inférieure. Après durcissement du béton, une préflexion préalable est effectuée. À l'aide de vérins hydrauliques, les extrémités des poutres sont chargées de telle façon que les tensions maxima de service sont atteintes. On note les efforts appliqués et les flèches correspondantes. Après relâchement, on note aussi les déformations permanentes. Les poutres, longues de près de 40 mètres et pesant quelques 40 tonnes, sont transportées de Ternat au chantier au moyen d'un tracteur remorque aménagé spécialement. Deux des 3 grues tours sont complétées par un équipement permettant de lever les poutres de 40 tonnes. Le chef monteur qui accompagne les poutres pendant leur ascension est porteur d'un émetteur radio par lequel il commande toute la manœuvre à la vitesse choisie par lui. La passerelle de commande est fixée au système de guidage au niveau supérieur de la poutre. L'opération de levage commence. Dans un angle du premier sous-sol, un treuil à double tambour et double câble de levage est commandé par radio. Ce treuil peut être orienté soit vers la grue sud, soit vers la grue ouest par une roue de 90 degrés. La poutre reste parallèle à la façade car elle est accrochée au palonnier qui se déplace le long de la grue tour en étant guidée par 2 glissières. Au cours de l'ascension de la poutre, des arrêts sont effectués à chaque ancrage de la grue au bâtiment. Ces ancrages escamotables sont ouverts pour le passage de la poutre et sont immédiatement refermés dès que la poutre est passée.
La poutre, une fois arrivée à environ 2 mètres au-dessus du niveau auquel elle est destinée, on fait avancer sur 2 voies parallèles installées sur les poutres de l'étage immédiatement inférieur 2 chariots dont le bec en porte-à-faux vient se placer en dessous de la poutre. Chacun de ces 2 becs porte un petit chariot dénommé rouleur, sur lequel la poutre se pose en douceur. Les rouleurs permettent d'amener la poutre au milieu des 2 chariots. Les chariots sont alors mis eux-mêmes en mouvement vers l'intérieur du bâtiment. Ils s'arrêteront à un endroit déterminé en fonction de la position définitive de la poutre, qui dans le cas présent est la position extrême du groupe. Les rouleurs servent à nouveau pour amener la poutre à l'extrémité arrière des chariots, cette extrémité se trouvant juste au-dessus de la position définitive de la poutre. L'extrémité arrière des chariots étant équipée de vérins à vis, la poutre est descendue jusqu'à l'endroit exact où elle doit s'intégrer à la charpente. La partie arrière des chariots est escamotable, ce qui permet de ramener ceux-ci à leur point de départ afin de reprendre une autre poutre. Les 144 poutres de la tour furent ainsi levées à raison de 4 par semaine. La préflexion des poutres maîtresses doit se faire avant l'exécution du béton de l'étage. Dans ce but, des passerelles spéciales sont posées sur les poutres. Une de ces passerelles porte la pompe centrale qui actionnera les 8 vérins hydrauliques. Les attelages de préflexion et les vérins sont placés sur les 8 extrémités des 4 poutres d'un étage. Des tirants en acier spécial, accrochés aux poutres des étages inférieurs déjà bétonnés et durcis, sont fixés aux attelages de préflexion. La préflexion a pour objet d'exercer aux extrémités des poutres un effort vers le bas de 60 à 80 tonnes pour obtenir la flèche prévue au plan d'exécution. L'extrémité des poutres descend ainsi de 10 à 14 cm. Le béton armé de la tour du Midi a été mis en œuvre à l'aide de coffrages métalliques réutilisables, pour des raisons de rapidité, d'exactitude et d'économie. Voici les coffrages du noyau central qui, outre son rôle de support, contient toutes les trémies des ascenseurs, les cheminées, les sanitaires et vestiaires, ainsi que la majeure partie des dégagements. Le coffrage des poutres périphériques de chaque étage est celui qui est le plus difficile à exécuter. Voici la liaison entre les poutres maîtresses et la poutre périphérique, ainsi que les montants tubulaires qui travailleront en traction, car la partie d'étage qui se trouve immédiatement en dessous y sera suspendue.
Le plateau proprement dit se compose de petites poutres préfabriquées en béton armé, placées parallèlement ou perpendiculairement aux poutres maîtresses, suivant l'équilibre statique de la partie du plateau considérée. Une dalle en béton armé, coulée à l'aide de coffrages métalliques légers, recouvre alors l'ensemble du plateau. Le déblocage des tirants de préflexion ne peut se faire qu'après durcissement complet du béton de l'étage, c'est-à-dire après 28 jours. Ce déblocage s'effectue, tout comme la préflexion, à l'aide de vérins hydrauliques. Entre-temps, le gros œuvre, bloc B, progresse de son côté. Rappelons que ce bloc n'aura que 3 étages. « 12 juillet 1965. La 144e et dernière poutre maîtresse va être levée. C'est un jour de fête pour tous ceux qui ont collaboré à l'érection de la tour. À quelques centaines de mètres de là, les baraquements de la foire du Midi s'érigent eux aussi. Le gros œuvre de la plupart des étages est à présent achevé. Notre caméra se trouve ici sur un niveau impair et nous voyons le dessous d'un niveau pair. Aucune liaison n'existe entre ces deux niveaux malgré l'énorme porte-à-faux. Cette bande-ci est en effet suspendue aux poutres maîtresses nord-sud du niveau impair suivant, et celle-ci repose sur ses propres poutres est-ouest. Montons à présent d'un niveau. Nous nous trouvons sur un étage pair et nous voyons le dessous d'un étage impair. Ces deux étages forment une paire statiquement autonome et indépendante. Cette partie d'étage-ci repose sur les poutres maîtresses est-ouest du niveau sur lequel nous nous trouvons, par l'intermédiaire de 8 montants tubulaires travaillant en compression. D'autre part, c'est aux poutres maîtresses nord-sud de cette bande-ci qu'est suspendue la partie d'étage sur laquelle nous sommes, par l'intermédiaire de 8 montants tubulaires travaillant en traction. À l'extérieur, il était impératif de ne pas charger les extrémités des porte-à-faux et de prévoir une façade légère sous forme d'un mur rideau. Celui-ci est fixé à des montants en acier et aluminium, servant également de guide pour la balancelle de nettoyage. C'est sur place, dans un atelier installé au rez-de-chaussée du bloc B, que les éléments du mur rideau sont assemblés. Les cadres fixes sont en polyester avec double vitrage isolant. Les allèges sont en verre émaillé. Le conditionnement d'air de la tour du Midi est intégral, ce qui veut dire que son équipement permet non seulement le chauffage, mais également la réfrigération de l'air, ainsi que sa purification et le contrôle de son degré d'humidité. La production de chaleur se fait sous forme d'eau chaude à 90 degrés dans une chaufferie située au 3e sous-sol et qui comporte 3 chaudières de 3 500 000 kg/h chacune. L'eau chaude provenant de la chaufferie, ainsi d'ailleurs que l'eau froide à 5 degrés produite par des groupes frigorifiques, est distribuée vers 4 sous-stations de préparation d'air situées au sous-sol, au 8e, 18e et 28e étage.
L'air y est réchauffé, refroidi, filtré, séché ou humidifié, suivant les besoins. Chaque étage comporte 2 zones traitées séparément. Pour la zone de façade, exposée aux effets des conditions extérieures, des éjectoconvecteurs ont été installés en allège de fenêtres. Ils sont alimentés en air traité qui s'échappe par des éjecteurs qui entraînent l'air du local. Celui-ci passe sur un convecteur parcouru par de l'eau chaude ou froide, suivant les besoins. 3 tuyaux sont utilisés, dont 2 servent à amener l'eau chaude et l'eau froide, le 3e étant un retour commun. La seconde zone est celle qui est tributaire des dégagements de chaleur interne dus à l'éclairage, aux occupants et aux machines de bureau. Cette zone est alimentée en air traité au moyen d'un réseau de gaines séparées. Un tableau central de commande et de contrôle est installé dans les sous-sols de la tour. L'opérateur peut choisir parmi 57 diapositives celle qu'il désire voir projetée devant lui et qui représente chaque fois une partie distincte de l'installation. En appuyant sur quelques boutons, il peut alors lire les températures, mettre les moteurs en service, régler les thermostats, agir sur les registres d'air et sur tous les éléments figurant sur la diapositive. Il va de soi que le parachèvement des étages inférieurs a pu commencer longtemps avant l'achèvement du gros œuvre des étages supérieurs. Les plafonds sont constitués d'une résille fixe en carré de 1,80 m, garnie de panneaux acoustiques amovibles en tôle d'aluminium émaillé et destinés à recevoir les cloisons dans les 2 sens. Les revêtements de murs sont en panneaux préfabriqués en tôle d'aluminium insonorisé, plastifié par laminage. La consommation électrique de la tour du Midi atteint 7000 kW. Pour éliminer toute déficience du réseau, la régie assure plusieurs cabines haute tension à 11 kV sont réparties dans la tour. Ces cabines contiennent d'une part les transformateurs qui alimentent l'éclairage et les prises de courant, d'autre part les transformateurs de la force motrice. Les luminaires du type apparent ou semi-encastrés assurent un éclairement moyen de 500 lux. Ils sont raccordés de manière à permettre l'allumage d'un nombre quelconque d'appareils, de l'endroit qui se prête le mieux à la configuration donnée du local. En ce qui concerne les ascenseurs, on peut dire que l'étude de ceux-ci a déterminé les dimensions du noyau central. Celui-ci en contient 11, d'une contenance de 20 personnes chacun, dont 6 se déplacent à 4 mètres secondes et 5 à 2,50 mètres secondes. Par une régulation électronique extrêmement poussée, on a équilibré et accéléré le débit des ascenseurs de ces 2 groupes. À présent, dans la tour du Midi entièrement parachevée, les ascenseurs sont quotidiennement utilisés par les nombreux services de la Caisse nationale des pensions pour employés, maître de l'ouvrage. Dans le hall d'entrée, un pupitre de dispatching des ascenseurs est installé. Des centaines de détecteurs d'incendie, répartis dans tous les locaux de la tour, sont entre autres raccordés à ce même pupitre, qui est muni de signaux visuels et sonores avec localisation précise de tout incendie éventuel. De plus, un escalier de secours à l'air libre est installé sur toute la hauteur de la face nord du bâtiment. Au rez-de-chaussée, la salle des guichets de la Caisse des pensions est attenante au hall d'entrée. Voici un étage type avec grand bureau. Les salles de réunion sont extensibles à volonté
grâce à des portes coulissantes à commande électrique. L'entièreté du second étage de la tour est occupée par une grande salle de détente pour le personnel. Le bloc B est relié à la tour par une passerelle au niveau de ce second étage. Le restaurant self-service se trouvant dans le bloc B, la passerelle est empruntée chaque jour à l'heure du lunch par une grande partie du personnel. Le bloc B contient également une grande salle de conférence et de projection. Un foyer avec vestiaire est contigu à la salle. La tour du Midi a pu être réalisée grâce à l'esprit progressiste du maître de l'ouvrage, qui n'a pas hésité à cautionner des techniques qui sont à la pointe du progrès. Cet ouvrage prouve une fois de plus les hautes capacités de nos architectes, de nos ingénieurs et de nos entrepreneurs.